et l'actualité, c'est à la fois la composition de ce nouveau gouvernement et les leçons qu'on peut en tirer, et c'est aussi ce dont on parlera d'ici une demi-heure, les conséquences de ce chamboule-tout pour la gauche qui est plus spectatrice qu'actrice dans tout cela, dans toutes ses composantes. Est-ce l'an zéro de la gauche? C'est cela dont nous parlerons pour le grand débat de ce Mediapart Live hebdomadaire, un événement que vous offre un journal indépendant en accès libre sur Mediapart, sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook. Mais rappelez-vous, ce journal peut faire tout cela parce qu'il ne vit que de ses lecteurs. Il faut s'abonner pour que tout ça soit possible. C'est à partir de 1 € seulement pour avoir accès à bientôt près de 10 années de Mediapart. Nous allons pendant cette demi-heure parler du nouveau gouvernement. Merci à Mathieu Magnodex et à Hélène Salvi d'avoir rejoint parce qu'ils étaient en train de travailler pour l'édition spéciale qui est en cours d'édition sur Mediapart. D'abord, Mathieu, une première analyse donc, de ce gouvernement à l'image du chamboule-tout macronien. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse qui dirait qu'il y a un petit côté auberge espagnole ou coalition un peu politicienne dont le seul lien, au fond, entre tous ces gens qui se sont contredits pour beaucoup d'entre eux, le seul lien, c'est au fond le pouvoir présidentiel, c'est ce que décide le président. Oui, je crois qu'il y a 3 éléments. On nous avait beaucoup parlé de renouvellement. Alors, de fait, il y a des petits effets de communication qui sont assez bien maîtrisés, c'est-à-dire qu'on a l'arrivée de personnalités dont on va parler, qui vont faire parler. Nicolas Hulot, évidemment, qui n'est pas n'importe qui. Ce soir, sur Mediapart, on est en train de publier un article sur le parcours politique de Nicolas Hulot et son arrivée au gouvernement, ou l'escrimeuse, dans un autre genre, Laura Flessel, 5 fois championne olympique. Donc, ou Françoise Nyssen, l'éditrice dans les milieux culturels. Exactement, des éditions Actes Sud, donc des personnes comme ça qui, entre elles, n'ont pas grand-chose à voir, mais qui font un petit peu parler. Et qui vont nourrir un petit peu l'attention des médias. Et c'est toujours ce que recherche Emmanuel Macron quand il fait un acte politique. Il faut toujours que ce soit un acte politique visuel et assez facile à comprendre pour la population et dans les médias. Il y a évidemment autre chose, c'est l'entrée de la société civile qu'on nous avait annoncée. Et sur Mediapart ce soir aussi, on va un peu regarder justement ces fameux profils de la société civile. Sur les 22 ministres et secrétaires d'État annoncés, 18 ministres, 4 secrétaires d'État à ce stade, il y a 11 personnes issus de la société civile, dont ceux notamment dont on a parlé, mais aussi d'autres. Par exemple, c'est quelque chose qui va faire beaucoup parler et provoquer nombre de débats dans les prochains jours, ou dès maintenant, puisque ça va commencer au sein des syndicats enseignants. Le patron de l'ESSEC, Jean-Michel Blanquer, plutôt marqué à droite, qui devient ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est tout à fait important. Qui a été recteur avant et qui est un peu un chamboule-tout lui aussi dans l'éducation. Donc toujours avec cette idée finalement qui correspondait à ce qu'a dit Emmanuel Macron depuis le début. Finalement, on peut dire que là, d'une certaine façon, il l'avait annoncé la couleur, qui est de dire je veux mettre au poste concerné ceux que j'estime être pour ces postes-là les plus compétents. Donc arrive ce sujet-là. Alors par contre, ce qui me semble important, c'est qu'au-delà de ces effets peut-être de communication, de cette dimension de renouvellement en demi-teinte, parce qu'en même temps, il y a aussi des gens qu'on connaît depuis très longtemps, comme par exemple Gérard Collomb, qui a été élu député pour la première fois, le maire de Lyon, en 1981, je crois. Oui, c'est pas de la prime jeunesse politique. Pas de la prime jeunesse, exactement. Donc il y a comme ça quelques profils. François Bayrou, qu'on avait reçu ici il y a quelque temps, mais ministre de la Justice, qui a fait 3 candidatures à la présidentielle. Les 2, d'ailleurs, sont ministres d'État, donc c'est tout à fait symbolique, de même que Nicolas Hulot, lui-même ministre d'État, 3 hommes d'ailleurs, ce qui est assez notable. La première femme, c'est Sylvie Goulard, la ministre des Armées, qui est 4e dans l'ordre protocolaire, et donc les 3 ministres d'État sont des hommes au passage. Et puis il y a quand même quelque chose d'intéressant, et justement c'est pour faire le lien avec ce que va dire Hélène là, c'est que l'arc politique de ce gouvernement, quand on regarde, au-delà de ses effets d'annonce, il est quand même assez étroit. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, on se rappelle pendant la campagne, il avait dit « je veux faire un grand arc des progressistes ». Oui, suis et de droite et de gauche, je prends ce qui est bien à droite, ce qui est bien à gauche. Mais y compris
très loin, c'est-à-dire dans la social-démocratie à gauche, dans le cœur de la social-démocratie, jusqu'à la droite qu'il appelle la droite orléaniste. Donc un grand arc comme ça central. Aujourd'hui, eh bien, le compte n'y est pas encore tout à fait, à un mois des législatives, puisque sur sa gauche, en gros, à part l'éditrice Françoise Nyssen, mais qui n'est pas vraiment une figure de la gauche intellectuelle, qui est quelqu'un qui est un peu une... Elle est plutôt liée à la gauche. Bien sûr, mais voilà. Son père, Nyssen, était très lié à François Mitterrand. Enfin bon, il y a une histoire de la gauche. En tout cas, les gens de gauche qui rentrent dans ce gouvernement sont plutôt des gens qui étaient chez En Marche, en fait, tout simplement déjà avec Emmanuel Macron. Et à droite, eh bien, il y a deux prises, mais deux prises seulement. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Donc, alors, Hélène... Justement, on va en parler avec Hélène, parce que tu as dit deux prises de droite, et tu vas nous expliquer pourquoi elles sont importantes. Mais par ailleurs, ce qui est quand même significatif, c'est qu'elles tiennent Bercy. C'est-à-dire, elles tiennent le cœur de l'économie. Ce sont les deux postes, l'un ministre de l'économie, l'autre de l'action et du... Non, l'action et des comptes publics. L'action et des comptes publics, ils sont au cœur. Donc, quand même, ce sont des gens... Alors, sur Twitter, tout le monde s'amuse à retrouver leur position. Ce sont des gens clairement de droite, clairement conservateurs. Bruno Le Maire, il voulait supprimer combien de postes dans la fonction publique, de fonctionnaires ? 1 million en 10 ans. Voilà, donc, quand même... Et c'est eux à qui on donne les clés. Oui, effectivement. Alors, sur la droite, et d'ailleurs c'est assez intéressant, il y a eu un communiqué ce soir de la porte-parole des Républicains, Brigitte Kuster, qui dit que finalement les postes qui ont été confiés à des personnalités de droite, c'est-à-dire donc Matignon et Bercy, finalement Macron leur avait donné les emmerdements, c'est ce qu'elle dit. Ce qui résume un petit peu comment à droite on conceptualise les choses. Aujourd'hui, donc... Tu veux dire qu'on les envoie faire le sale boulot. C'est ça que ça veut dire, en traduisant en français. Là. Et que par la suite, ce seront, dans leur esprit, ceux qui sauteront en premier, les fusibles, en gros. En fait, depuis lundi, et depuis la nomination d'Édouard Philippe, la droite était un petit peu crispée sur ce qui circulait comme bruit, c'est-à-dire l'idée que ce juppéiste... historique emmène dans son sillon beaucoup plus de personnalités de droite qu'il n'y paraît. Il n'y a pas d'autres juppéistes. Alors, il n'y a pas d'autres juppéistes, contrairement aux noms qui circulaient ces derniers temps. Ce qui, en soi, pourrait aussi on pourrait aussi répondre, il n'y a pas d'autres juppéistes, mais enfin bon, un juppéiste tient Matignon, donc c'est pas non plus la grande honte nationale pour le juppéisme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pris Bruno Le Maire qui... en soi, multiplie les appels du pied depuis maintenant des semaines. C'était tellement évident qu'on a fini par penser que ça n'arriverait jamais. Finalement, oui. Et ils prennent Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin, c'est vraiment un profil intéressant. Il était sarkozyste ? Alors, c'est quelqu'un qui a grandi au tout départ avec un élu ancien de droite qui s'appelle Christian Vadest, qui a été condamné pour des propos homophobes. Enfin, qui était un franc conservateur, dont il s'est détaché par la suite, et il a trouvé en Nicolas Sarkozy celui qu'il appelait son maître. Il a coordonné toutes ses campagnes depuis son retour en politique en 2014, la campagne pour la présidence de l'UMP en novembre 2014, puis celle de la primaire. Pour autant, à l'époque, c'est vrai que du côté des juppéistes, parce qu'il est très ami avec Édouard Philippe, c'est aussi un groupe d'amitié au départ, du côté des juppéistes, on s'interrogeait un peu sur la présence de Gérald Darmanin auprès de Nicolas Sarkozy, parce que c'est quelqu'un qui tient sur les faits de société type mariage pour tous, des propos qui sont clairement conservateurs, mais qui avait par exemple un propos beaucoup plus progressiste sur la question de l'islam et des crispations identitaires de Nicolas Sarkozy. Donc on s'étonnait un petit peu à l'époque à droite que cet homme qui était plutôt ouvert sur ce type de questions puisse accompagner quelqu'un qui parlait de double ration de frites, par exemple. Mais pourquoi Gérald Darmanin est une belle prise d'Emmanuel Macron ? Parce que c'est clairement l'un des principaux visages de la nouvelle génération à droite. Je reviens quand même sur ce qu'on dit en soulignant sur la politique économique. Et là, j'aimerais votre avis à tous les deux, sur Mathieu, Hélène, sur les contradictions. Parce que quand on regarde, quand même, en plus, le numérique, c'est la mémoire maintenant, les positions des uns et des autres. Bon, tu as dit, mais Gérard Darmanin aussi, il a dit comment ce gouvernement, dans la dernière majorité, avait des engagements de société, le vote des étrangers, le mariage homo, l'euthanasie. Bruno Le Maire, on peut retrouver sur le fait que, très récent, en février, que Emmanuel Macron n'a
pas de conviction et qu'il change. Évidemment, sur Bayrou, mais on en a parlé avec lui ici, où il disait qu'il y avait des intérêts économiques derrière Emmanuel Macron qui ne lui permettraient pas d'avoir l'impartialité. Mais prenons un cas quand même. Et là, qu'a-t-il eu comme assurance? On a Édouard Philippe, qui a travaillé chez Areva, donc le cœur du nucléaire, qui a voté contre la loi de transition écologique, donc vraiment au cœur, également contre la loi de transparence et de moralisation de la vie publique. Et il y a Nicolas Hulot. Alors, il y en a un qui est Premier ministre et l'autre. C'est totalement antithétique. Donc, quelle est la réponse? Comment ça se gère, ça? À l'heure actuelle, là, ce soir, on n'a pas toutes les réponses, parce qu'il va falloir attendre de savoir quelles sont les attributions précises, notamment de Nicolas Hulot, et par ailleurs de savoir notamment des sujets aussi importants que de savoir qui pilote la question énergétique. A priori, c'est plutôt Nicolas Hulot. Mais on se rappelle quand même que, par exemple, en 2012, il y avait eu, sur la question des décrets d'attribution des postes liés d'une façon ou d'une autre à l'écologie, beaucoup d'effets de bord, beaucoup de choses très peu claires, et que finalement, les vrais équilibres politiques n'avaient été déterminés qu'après. Pour Nicolas Hulot, encore une fois, on en parle là dans un article qui est en train d'être publié sur Mediapart. Vous allez pouvoir donc lire ça dans quelques minutes. Pour Nicolas Hulot, il y a visiblement un certain nombre de choses qui ont été garanties, qu'il a réclamées, qu'il a demandées. On ne les connaît pas encore à ce stade précisément. On a parlé un peu plus tôt dans la journée d'éventuellement de l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, choses comme ça. Ça demande à être confirmé. Ce n'est pas du tout des informations aujourd'hui confirmées à ce stade. Donc ça reste encore à éclaircir. Et de fait, y compris des gens très proches de Nicolas Hulot, parce qu'il y a eu une discussion dans l'entourage des gens proches de Nicolas Hulot pour savoir s'il devait y aller ou pas. Alors, il a déjà un certain nombre de proches qui ont rejoint Emmanuel Macron il y a plusieurs mois. Un certain nombre de ses proches disent on peut comprendre que pour des raisons personnelles, Nicolas Hulot ait envie de tenter quelque chose, puisqu'il y a une urgence écologique et que c'est quelqu'un qui est assez pragmatique, en l'occurrence. Mais il se pose exactement la même question. Donc il faudra voir précisément, finalement, qui l'emporte. Est-ce que c'est finalement plutôt le parcours d'Édouard Philippe, notamment chez Areva, qui l'emporte, ou alors est-ce que c'est, au contraire, voilà, il est ministre de la Transition énergétique, hein. Voilà, donc on saura assez vite si on doit prendre ça pour... Alors, dans le travail collectif, Hélène de Mediapart, dans le passé, d'ailleurs tout le monde a repris ça sur les réseaux sociaux, on avait épinglé Bruno Le Maire sur l'emploi à l'Assemblée nationale de sa femme, dont on ne voyait pas trop la consistance. On a montré que, juste avant sa nomination, Édouard Philippe était rattrapé par la patrouille parce qu'il avait fait manifester de la mauvaise humeur sur la transparence. Est-ce que, dans tout ce que vous avez regardé là, puisqu'il y a eu ces 24 heures pour que la haute autorité de la vie publique contrôle, ce qu'on a appelé un peu la jurisprudence Mediapart ou Cahuzac, est-ce que vous avez trouvé des choses? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Est-ce qu'il y a un peu de poussière sous le tapis, Hélène? On peut citer plusieurs exemples. On est aussi en train de publier du coup un article là, sur Mediapart là-dessus en ce moment. Mais prenons par exemple un cas qui est doublement questionnable. Par exemple, c'est le cas de Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail. Alors, Muriel Pénicaud, c'est quelqu'un qui a commencé dans l'administration, dans les cabinets, mais qui a même travaillé avec Martine Aubry dans le passé. Avec Martine Aubry, et elle a eu un parcours de directrice des ressources humaines dans 2 grands groupes, Danone aujourd'hui, puis Dassault Systèmes précédemment. Elle a été également administratrice de plusieurs grands groupes industriels ou groupes du CAC 40. Alors, Martine Aubry avait aussi été DRH responsable d'un grand groupe industriel, en l'occurrence Péchinet. Donc, voilà, mais la question qui se pose, c'est que c'est cette DRH qui est au fait des questions sociales, personne ne peut le nier. Je crois que les syndicats reconnaissent sa compétence. Qui reconnaissent sa compétence, tout à fait, mais qui est plutôt une compétence très CAC 40, très business, comme on dit. Grosses entreprises. Grosses entreprises, qui va donc devoir négocier, discuter la fameuse nouvelle organisation du Code du travail, l'organisation plus dans les entreprises, y compris dans les petites entreprises. Donc se posent des questions à la fois connaît-elle assez cet univers-là? Ne va-t-elle pas juste représenter les intérêts des grandes entreprises pour qui c'est plus facile d'organiser ce genre de choses très concrètement? Par ailleurs,
typiquement, pour Muriel Pénicaud, se pose une autre question sur laquelle on n'a pas de réponse, qui est une question là, judiciaire, qui n'est pas juste sur la question du conflit d'intérêts, c'est que Business France, qu'elle présidait jusqu'à présent, qui est l'organisme en gros de promotion de la France à l'étranger, du commerce extérieur français, des entreprises françaises, eh bien, est l'objet actuellement d'une enquête préliminaire qui a été ouverte, vous savez, pour la fameuse soirée d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie à Las Vegas. À Las Vegas. Voilà. Donc, en cadre, en marge, pardon, une question d'appel d'offres, voilà, de fonds publics. Il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Voilà, justement. Voilà. Donc voilà, un certain nombre de questions ce soir se posent. Et d'ailleurs, demain, dans Mediapart, on va republier, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez, ces choses se font comme ça, on va republier, finalement, les différentes histoires qui concernent des ministres qui sont nommés ce soir. La ministre de la Santé, dont personne ne nie la compétence, elle a été à la Haute Autorité de Santé, etc. Mais on avait montré qu'elle avait une conception à elle sur les conflits d'intérêts, disant que pour les experts, dans ce domaine-là, il fallait qu'ils travaillent avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc, bon, mais elle l'avait assumé. C'est pas elle qui était prise dans un conflit d'intérêts. Je dis ça parce qu'elle a une expérience. Hélène, sur le même sujet. Mais par ailleurs, c'est ce que Mathieu disait tout à l'heure. De toute manière, l'entrée de personnalités issues de la société civile dans un gouvernement crée de facto un questionnement sur d'éventuels conflits d'intérêts. Pour Édouard Philippe et Areva, la question peut se poser également, mais c'est vrai que toutes ces personnalités qui ont travaillé des années durant sur des sujets et aujourd'hui sont en charge des mêmes sujets, on est à la base. C'est à la fois leur compétence, mais c'est le risque qu'elles soient prisonnières des intérêts. Mais par ailleurs, et loin de moi l'idée de dire à Mediapart qu'on trouvera absolument rien, parce que je pense que ce ne sera pas le cas, on trouvera forcément des choses, mais les 24 heures quand même qui se sont données supplémentaires ne sont pas innocentes là-dedans. C'est que justement, ils ont appelé ça, ils se sont amusés à appeler ça la jurisprudence Mediapart. Pour une raison qu'il faut expliquer. Il y a eu quelqu'un qui s'appelait Monsieur Thévenoud, qui a été nommé immédiatement, qui ne payait pas ses impôts. Nous avons posé des questions et du coup, il a dû faire demi-tour 48 heures après. Exactement. Avant même qu'on publie l'article. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que finalement, ils tirent quelques leçons quand même de tout ça. Et du coup, ils se sont un peu laissés du temps. Et c'est vrai qu'il a fallu faire assez rapidement des vérifications auprès de la haute autorité. Pour autant, la question des personnalités issues de la société civile est beaucoup plus complexe parce que, par essence, elles ne publient pas ni de déclaration d'intérêt, ni de déclaration de patrimoine. Donc, c'est des choses qu'il faudra un petit peu vérifier par la suite. Je reviens sur une autre question. On parlait donc des deux titulaires qui viennent de la droite de Bercy, puis tu as parlé de la ministre du Travail. Parce qu'en même temps qu'il y a ce gouvernement, avec ce côté des annonces qui vont être commentées, des personnes, il y a la réalité. Et sur Mediapart, on était à GMS hier, à la Souterraine, là où il y a ce sous-traitant de l'automobile avec les salariés 230 et quelques emplois qui sont menacés, un reportage d'Anne Israël que vous pouvez lire. On a fait l'inventaire des plans sociaux en souffrance, et pendant qu'on faisait ça en même temps, il y en a un qui est, du point de vue probablement de M. Macron et de M. Philippe, il a perdu une occasion de se taire. M. Gattaz, patron des patrons, a dit « Pour l'instant, nous sommes sur un petit nuage ». Et on peut traduire, quand on est un salarié et qu'on entend le patron des patrons dire « je suis sur un petit nuage », on se dit c'est moi qui vais passer à la casserole. Oui, alors pour l'instant, quand même, on est dans une situation où, de fait, Emmanuel Macron vient d'arriver à l'Élysée. Pour l'instant, il n'a rien fait. C'est-à-dire que là, pour l'instant, voilà, les choses sérieuses vont commencer. Pour dérouler un peu le calendrier, peut-être, ce qu'on annonce après... Donc demain, le premier Conseil des ministres, dans les jours, dans les semaines qui viennent, vont se lancer plusieurs réformes, mais notamment deux, la réforme du Code du travail, donc la fameuse réforme dont on a parlé tout à l'heure, et puis la question de la moralisation de la vie politique. On en avait parlé d'ailleurs ici avec Emmanuel Macron. Il faudra apprécier l'ampleur, la réalité, la profondeur de cette loi de la moralisation politique. Et on en avait d'ailleurs... C'est Bayrou qui va... C'est François Bayrou qui va la porter. Donc Alors ça, on peut dire que c'est un combat de Bayrou depuis une dizaine d'années, sous Sarkozy, sous Hollande. Voilà, et il a, y compris d'ailleurs ici, fait comprendre qu'il souhaitait qu'elle soit assez musclée, que ce soit musclé en ce sens-là, et c'était aussi la condition sa demande de son ralliement à Emmanuel Macron.
Donc, mais il faudra voir aussi, parce que par exemple, nous avons publié il y a quelques jours un article un petit peu pour commencer à regarder les élus, enfin les candidats de la société civile d'Emmanuel Macron aux législatives. On se rappelle qu'ici sur notre plateau, à cette place même, Emmanuel Macron l'avant-veille du second tour, Emmanuel Macron nous a dit que par exemple qu'il n'était pas aujourd'hui dans son esprit, qu'il n'avait pas l'intention de demander par exemple un quitus fiscal aux candidats aux législatives, finalement ce qui s'est fait pour les ministres, puisque c'est pour ça que ça a pris plus de temps, puisqu'il y a eu ces vérifications auprès de la Direction générale des finances publiques, ce qui est la première fois que c'est, non pas que c'est fait, mais que c'est systématisé et que c'est rendu public de cette façon-là. Voilà, donc on peut peut-être imaginer que de la même façon, peut-être que ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup de candidats issus de la société civile qui peuvent peut-être être en délicatesse avec les impôts. Et a priori, la loi de modernisation, de moralisation de la vie politique telle qu'elle est prévue ne contient pas ces dispositions, par exemple. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Par ailleurs, cet article collectif où on a fait de la sociologie, au fond, des candidats de la société civile du mouvement En Marche, La République En Marche, c'est une façon de déconstruire ce mot société civile, oui, qui ne veut pas dire grand-chose, ce que vous avez montré collectivement, c'est qu'en fait, par rapport à la réalité sociale de la France, dans sa diversité, c'est comme vous dites, la France des gens qui vont bien, donc c'est plutôt des cadres, des gens, des avocats, des collaborateurs. Un chiffre, tout simplement, il y a 50% à peu près d'ouvriers d'employés en France aujourd'hui. C'est le groupe social le plus important. À peu près, peut-être, on va dire 5 ou 6 ouvriers et employés dans la liste qu'on a pu consulter, en tout cas dans la première liste telle qu'elle a été envoyée au rédacteur. Donc on n'est pas exactement sur les mêmes... Alors, puisqu'on évoque les législatives, il faut se dire que dans ce gouvernement, il y a des candidats aux législatives, donc jurisprudence, s'ils sont élus, ils devront choisir. La jurisprudence, elle n'est pas très claire. Elle n'est pas très claire ? Oui, la jurisprudence n'est pas très claire, et il y a une autre jurisprudence qui n'est pas très claire, c'est est-ce que un ministre candidat aux législatives qui perd, a priori, dans un mois, il s'en va. Ben oui. Bon. Normalement. Mais même ça, c'est quand même pas très clair, parce que Emmanuel Macron, ici, n'avait pas répondu à cette question. Il avait simplement dit je vais constituer un gouvernement qui a vocation à durer, avec un Premier ministre qui a vocation à durer. Mais aujourd'hui, il y a 5 ministres et un secrétaire d'État, secrétaire d'État au numérique, et un secrétaire d'État qui sont candidats aux législatives, 4 sous les couleurs de LREM, La République En Marche, et un qui était sous l'étiquette LREDI, Bruno Le Maire, qui de facto a été exclu du parti ce soir. Et qui va avoir un candidat en face de lui et qui, dans l'heure, est très en difficulté face au Front National. Donc, tout ça est un peu mouvant. Et en fait, ce grand gouvernement de coalition dont rêvait Emmanuel Macron et de transgression dont rêvait Édouard Philippe, en soi, pour le moment, il est encore sur un équilibre. On arrive à la fin, pour finir, c'est ça. Le pari d'Emmanuel Macron, c'est de dire à partir de ma position à l'Élysée, justement, ce qui était ta première question, Edoui, à partir de la position à l'Élysée, je vais recomposer, comme ça, avec une énorme prise de judo, comme ça, sur l'ensemble du système institutionnel français, je vais recomposer la vie politique. Aujourd'hui, on est vraiment au milieu du gué, personne ne peut savoir si ça va vraiment se passer. La réalité, c'est qu'en mettant seulement 5 ministres sur 22 candidats aux législatives, en gros, ils s'exposent assez peu, c'est-à-dire que pour qu'il y ait assez peu, finalement, pour quand même montrer l'idée que c'est ce gouvernement qui va mener les législatives, mais quand même qu'on puisse, que le système soit pas trop chamboulé et qu'il soit pas trop touché. La fameuse recomposition politique qu'il espère, c'est pas ce gouvernement ce soir qui nous fait dire qu'elle est arrivée. Tout ça va continuer dans les semaines à venir avec les législatives, et c'est le soir des législatives qu'on pourra dire s'il a réussi ce pari-là. De toute façon, on continue. Le journalisme ne s'arrête pas après une élection présidentielle, encore moins notre regard critique. Encore moins après un gouvernement. Voilà, après un gouvernement. Par ailleurs, s'il y a des avancées démocratiques, sociales ou écologiques, on les soutiendra, et autrement, on fera notre travail critique. Tout ce qu'on vient de se dire, par ailleurs, vous pouvez aussi revoir, parce que c'est intéressant, Édouard Philippe, il est venu entre les 2 tours de la présidentielle, ici même, parler des états d'âme des jupéistes. Emmanuel Macron, on a pris date à chaque fois, un long entretien à la veille du second tour. Et François Bayrou, il était avant le premier tour, également à Mediapart. Donc tout ça, c'est aussi un instrument de mémoire, d'engagement qu'ils ont pris.